Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau séminaire de l'écopolien qui est intitulé Sauvé par les sciences et les techniques, éclairage sur la conquête spatiale et la géo-ingénierie. Ce séminaire, pour ne pas oublier de le dire, est soutenu et hébergé par la Maison des sciences de l'homme de Paris-Saclay. Il est organisé donc par l'écopolien qui est un collectif interdisciplinaire d'universitaires intéressés par les questions écologiques et on vous mettra le lien pour en savoir plus, le lien de notre site internet pour avoir quelques informations sur ce collectif. Et je laisse la parole à Guillaume. Bonsoir à tous. Pourquoi parler du spatial et de la géo-ingénierie ce soir? Si ces sujets pourraient paraître périphériques aux enjeux civilisationnels de notre temps, nous les trouvons remarquablement éclairants sur notre mythologie prométhéenne. Nous avons placé nos dieux dans le ciel qui nous a si longtemps servi d'horloge et de boussole. Nous croyons les avoir rejoints par la conquête spatiale. Aujourd'hui, l'espace est un nouveau Far West pour les titans étatiques que sont les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon, la Chine ou encore l'Inde. C'est un des domaines où les décideurs considèrent la bienveillance de l'opinion publique comme acquise, préemptant le débat démocratique sur les choix scientifiques, industriels et militaires. Les programmes spatiaux sont des empires à l'échelle des budgets de recherche et de développement. Entre l'armée et la NASA, le budget public spatial des États-Unis avoisine les 50 milliards de dollars. Et le privé n'est pas en reste. L'espace est une nouvelle frontière du capitalisme pour les deux hommes les plus riches du monde, Jeff Bezos et Elon Musk. Ils nous promettent des satellites pour le cyberespace, des métaux rares tombés de la Lune, la conquête de Mars et, pour patienter, un peu de tourisme au-dessus des nuages. Leur Eldorado est pourtant déjà pollué de débris spatiaux. Moins médiatisée mais aussi à l'échelle planétaire et soumise aux mêmes enjeux de gouvernance, on retrouve la géo-ingénierie. Soyons pragmatiques, le problème climatique est planétaire, la solution technique le sera également. Quelques professeurs de grandes universités, de petites start-up et autres négociateurs climatiques y voient notre salut. Ainsi, les techniques de géo-ingénierie, comme la bioénergie avec captage et stockage du dioxyde de carbone, les BECCS, sont au cœur des scénarios de limitation à 1,5 degré de réchauffement climatique dans le GIEC. Alors que SpaceX mettra à coup sûr Thomas Pesquet sur orbite, le défi technique, juridique et éthique que représente la géo-ingénierie aura de quoi nous ramener sur Terre. Alors pour nous éclairer sur ces différentes problématiques, jeter des ponts entre géo-ingénierie et aérospatiale, oui. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Sophia Cabège et Arnaud Saint-Martin. Alors, Sophia Cabège, vous êtes diplômée de sciences politiques, chercheuse au sein du pôle climat, énergie et sécurité de l'IRIS. Alors l'IRIS, c'est l'Institut de relations internationales et stratégiques, qui est un think tank de réflexion sur les relations internationales. Vous travaillez sur les enjeux géopolitiques, des enjeux des changements climatiques. Vous questionnez en particulier les relations entre l'évolution du climat et la gestion des risques, la sécurité internationale et les questions de souveraineté. Vous avez publié plusieurs rapports et analyses sur la neutralité carbone, sur la politique climatique des États, ou encore sur les implications du changement climatique sur la sécurité de la région ouest de l'océan Indien, qui est une grande route commerciale en particulier. Vous travaillez également avec l'ONG Climates, donc qui est un collectif international de jeunes qui entendent agir en faveur d'une transition, donc je cite, vers une société à faible émission de carbone, en informant, en responsabilisant et en engageant les jeunes dans la recherche collaborative, plaidoyer international. D'un autre côté, Arnaud Saint-Martin. Donc Arnaud, vous êtes chargé de recherche en sociologie au sein du Centre européen de sociologie et de sciences politiques rattaché au CNRS. Vos travaux portent sur les dynamiques sociologiques et historiques des sciences et des techniques, avec un domaine de spécialité qui est l'aérospatiale. Vous avez publié de nombreuses études sur les conditions de construction des sciences et des savoirs, et sur leur régulation, en interrogeant en particulier la dimension politique des progrès et des processus de construction du savoir scientifique. Alors vous êtes récemment l'auteur, donc entre autres, d'un court essai intitulé Science aux éditions Anamosa. Bon, je cite tout particulièrement puisque ces éditions sont juste en bas de chez moi, qui est un plaidoyer pour les sciences en tant que patrimoine commun et aussi un avertissement contre certains dévoiements des connaissances scientifiques. Vous avez, entre bien d'autres recherches, dirigé avec Daniel Compagnon un numéro de la revue Sociaux intitulé La technique pourvoira, dans lequel vous explorez justement les promesses scientifiques, une forme de bluff technologique actuel dans leurs origines, leur fonctionnement et leurs effets. Alors, eh bien, je vais tout de suite céder la parole à Sophia pour commencer, à Sophia Cabège, qui va nous parler de la gouvernance de la géo-ingénierie. Avec plaisir. Merci beaucoup Steve et merci à tout le collectif écopolien pour l'invitation.
Je suis ravie d'être avec vous. Donc en effet, aujourd'hui, je vais vous présenter donc brièvement et de manière assez générale ce qu'on appelle les technologies de géo-ingénierie du climat. Donc dans un premier temps, je reviendrai rapidement sur le cadre de gouvernance climatique et le bilan de cette gouvernance climatique aujourd'hui. Ensuite, on passera à la présentation des technologies plus précisément, donc de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de géo-ingénierie du climat. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc les deux grandes familles de technologies ou techniques. La première qui vise en effet à capturer et stocker le carbone, et les secondes qui visent à agir sur le rayonnement solaire. Donc, je vais essayer à chaque fois de vous présenter des exemples concrets d'application de ces principes-là et les risques environnementaux et sociaux qui y sont associés pour aboutir enfin sur les enjeux de gouvernance qui entourent à la fois le développement et le déploiement de ces technologies. Alors, on s'en souvient tous, en 2015, l'accord de Paris a été adopté à Paris avec deux objectifs principaux. Le premier que l'on connaît tous, c'est la limitation donc de l'augmentation de la température moyenne à plus 2 degrés, voire 1,5 degré d'ici 2100. Et le second, dont on entend parler de plus en plus ces derniers mois, celui d'atteindre un équilibre climatique à 2070, c'est-à-dire un équilibre entre les émissions par les sources et les absorptions par les puits. Donc on reviendra là-dessus un petit peu plus tard parce que forcément il y a un lien très étroit avec le développement donc de ces technologies qui visent à capturer et stocker le carbone. Alors le bilan des efforts de coopération internationale est malheureusement très mauvais. Les efforts de réduction sont largement insuffisants. Encore en 2020, nous avons atteint un nouveau record de concentration des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ce malgré ce que laissaient penser certains avec les confinements que l'on a connus et les restrictions de voyage, de mouvement à la fois des biens et des personnes. Alors on se dirige aujourd'hui en effet, donc comme vous pouvez le voir sur le graphique, vers un réchauffement entre 2,7 et 3,1 degrés, donc largement au-dessus des 1,5 degré tel que adopté dans le cadre des accords de Paris. Alors malheureusement, cette augmentation de la température moyenne provoque également des impacts importants. Donc 2020 a été la 5e année la plus chaude de manière consécutive. On observe également que les catastrophes naturelles ont doublé au cours des 20 dernières années. Et puis en termes économiques, pour donner un ordre de grandeur, il a été estimé que les pertes de production économique s'élèvent à 4 000 milliards de dollars sur 20 ans, donc entre 2000 et 2020, uniquement pour les États-Unis et l'Union européenne. Donc on se rend compte de l'échelle de ces impacts à la fois sur les systèmes environnementaux et sur les systèmes sociaux. Et malheureusement, les estimations les plus récentes, donc une notamment du Climate Action Tracker, une ONG qui vise justement à évaluer les politiques des États, nous indique que l'on pourrait atteindre les plus 1,5 degré entre 2026 et 2042, avec une estimation centrale entre 2030 et 2032. Donc on est bien en avance sur l'objectif de 2100, et ça c'est inquiétant pour nous. Alors face à ces impacts, quelles solutions avons-nous pour limiter l'augmentation de la température moyenne et les impacts qui sont associés au-delà donc des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont jusqu'ici largement insuffisantes encore une fois? Eh bien, en effet, comme Guillaume l'évoquait en introduction, plusieurs scientifiques, mais également des personnes du secteur privé s'intéressent à ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Donc, ce sont des techniques à visée corrective. Une visée corrective donc à grande échelle des effets de la pression anthropique sur l'environnement, et elles peuvent avoir plusieurs cibles, que ce soit donc les océans, le cycle de l'eau ou encore le climat, et c'est donc de celle-ci que je vais parler aujourd'hui, la géo-ingénierie du climat. Alors, on distingue généralement, comme je le disais, deux grandes familles de technologies. Les premières qui visent à capturer et à stocker le carbone, donc on s'attaque ici aux causes climatique, donc la concentration trop élevée de carbone dans l'atmosphère, et puis de l'autre côté, les technologies qui visent à agir sur les conséquences de cette concentration de gaz à effet de serre, qui est l'augmentation de la température moyenne, et celle-ci donc vise à agir sur le rayonnement solaire. Les premières technologies que je vais présenter, ce sont celles en effet de capture et de stockage du carbone. Donc comme vous pouvez le voir, de nombreuses techniques sont en train d'être développées. On retrouve certaines qu'on appelle basées sur la nature, donc des solutions basées sur la nature comme le reboisement, la reforestation, la forestation, et d'autres qui relèvent en effet de l'ingénierie.
Aujourd'hui, je vais vous présenter deux types de technologies. Les premières qui sont la bioénergie avec capture et stockage du carbone, comme l'évoquait en introduction également Guillaume, et puis la seconde qui est celle de la fertilisation des océans. Alors voilà, pour vous donner une petite image où sont situés les projets à l'heure actuelle, donc qui sont en train d'être développés. Donc on l'observe, c'est dominé très largement par les pays du Nord. On pourra certainement en rediscuter tout à l'heure. Il y a un réel enjeu sur cela. L'endroit, donc qui sont les scientifiques qui développent ces technologies, qui peuvent avoir des impacts à une échelle beaucoup plus grande que celle dans les endroits où elles sont développées. Donc la première technologie dite de géo-ingénierie, donc qui vise en effet à capturer et stocker le carbone, ce sont les BECCS. Ces BECCS, elles sont largement infusées au sein de la gouvernance climatique parce que elles sont prises en compte de manière très importante dans les scénarios du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'études sur l'évolution du climat. C'est un groupe d'experts qui guide en effet l'action politique, qui guide notamment les décisions dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et les scénarios du GIEC reposent sur le déploiement massif et à grande échelle des technologies dites à émissions négatives, dont les BECCS, pour réussir justement à maintenir l'augmentation de la température moyenne en dessous des 1,5 degré. Et on le sait, en effet, on le sait d'ailleurs depuis 92, pour atteindre cet équilibre entre donc les émissions et les absorptions, il va s'agir non seulement de réduire nos émissions, mais aussi de réussir à les absorber et en fait à les éliminer de l'atmosphère. Donc les BECCS, on peut avoir plusieurs sources. Donc comment ça fonctionne? Donc on a donc une production agricole, un champ en général, c'est très souvent une monoculture, donc ça peut être du maïs, du blé, de la canne à sucre ou d'autres types de plantes. Donc celles-ci sont en train d'être plantées, donc elles poussent. En poussant, elles absorbent du CO2, donc elles ont ce rôle de puits, et puis on les récolte, on les transporte jusqu'à une usine qui va venir les transformer et les convertir en divers usages. Elles peuvent être converties directement en source d'électricité ou d'énergie pour une industrie spécifique qui est située à côté du site de transformation. Elle peut également, et c'est très souvent le cas, être transformée en bioéthanol. Et pendant ce processus-là, encore une fois, du CO2 est émis. Et la particularité de cette technologie, c'est qu'elle vise à capturer donc directement les CO2 émis pendant la phase de transformation. Donc ce CO2, il est soit directement stocké à côté de l'endroit de transformation, donc dans un aquifère par exemple, ou bien il est transporté jusqu'à un autre endroit où on va venir le stocker. Donc ça peut être dans un océan ou bien dans des sols. Donc on voit vraiment qu'il y a diverses sources, divers usages, divers puits. Alors ça c'est voilà, je voulais vous montrer où se situent encore une fois les projets. Donc on a actuellement 5 usines qui sont opérationnelles, une seule qui est à grande échelle. Et pour vous donner, elle est située dans l'Illinois aux États-Unis. Pour vous donner un ordre d'idée, toutes celles-ci, elles absorbent environ 1,5 million de tonnes par an, donc tonnes de carbone par an. Ça paraît beaucoup, mais en fait c'est très peu. Le GIEC estime qu'on doit réussir à absorber entre 100 et 1000 gigatonnes de CO2 d'ici 2100 pour réussir à maintenir la température en dessous des 1,5. Donc on se rend compte réellement la capacité certes relative de ces BECCS face en fait à des scénarios qui repose complètement sur le déploiement de ces technologies. On pourra certainement y revenir, notamment durant la discussion. Alors, donc, de nombreux risques sont associés au développement des BECCS. Donc, non seulement on a encore relativement peu d'informations sur la réelle efficacité, la capacité de ces technologies à vraiment capter et absorber assez de carbone pour pouvoir le retirer de l'atmosphère, mais aussi forcément parce qu'elles reposent sur l'utilisation des terres, donc pour faire pousser ces plantes qu'on va venir transformer en énergie. Et, ensuite, sur l'utilisation des terres dont on le sait, les terres arables se font de plus en plus rares et elles sont confrontées d'ores et déjà à des problématiques de sécheresse, à des problématiques de pluviométrie changée. Et donc, en effet, le déploiement massif des BECCS pourrait avoir des impacts importants sur l'usage de compétition pour les. Ensuite, on a un impact important sur les ressources en eau. Les ressources en eau qui sont nécessaires non seulement au moment donc de la pousse de ces matières premières, mais également durant tout le processus de transformation.
Et on le sait, le stress hydrique est un des réels enjeux des prochaines années. Il est notamment lié, bien sûr, au changement climatique. Donc, ces technologies, elles ont des impacts importants et elles ont des impacts importants également sur la biodiversité. On a tendance souvent à séparer le débat climat du débat biodiversité à tort, notamment dans le cas des BECS. Les BECS peuvent être extrêmement efficaces, sur le papier en tout cas, pour réussir à agir pour le climat, c'est-à-dire donc à baisser la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais par contre, parce qu'on vient en fait modifier les écosystèmes en faisant par exemple des monocultures, eh bien on contribue à la destruction de la biodiversité et malheureusement elle est déjà largement détruite. Donc c'est un point très important à souligner. Le deuxième type de technologie qui, là aussi, vise à venir capturer et stocker le carbone, c'est la fertilisation des océans. Alors, comment ça fonctionne ? On va venir, en fait, injecter du fer dans l'océan qui va agir un petit peu comme un fertilisant, finalement. L'objectif, c'est d'accélérer la croissance du phytoplancton. Donc, les phytoplanctons sont naturellement présents dans les océans. Ils ont pour fonction de venir capturer le carbone et de l'amener dans les profondeurs des océans. Et donc, on se reposerait sur cette technique-là pour réussir à absorber de plus grosses quantités et à les stocker en profondeur des océans. Donc à date, il y a à peu près 12 essais qui ont été faits avec une efficacité relative et on reviendra peut-être à la fin également sur la gouvernance de ces technologies-là. La recherche est pour l'instant encadrée par certains cadres internationaux. Particulièrement ceux reposant sur l'usage des océans, mais malheureusement c'est pas toujours assez efficace pour permettre de retenir le déploiement de ces technologies à plus grandes échelles. Alors là aussi, bien entendu, des risques sont associés à cette technologie-là. Alors déjà, on a de grosses incertitudes sur la quantité de stockage qui est réelle en fait une fois qu'on a fertilisé cette partie de l'océan. Combien de carbone a en effet été absorbé puis stocké dans les profondeurs et puis pour combien de temps? C'est très compliqué de l'estimer et ça va être compliqué de le vérifier également. Donc c'est un réel enjeu. Et puis, au-delà de ça, on a bien sûr un impact important sur la biodiversité et sur l'écosystème océanique, dans la mesure où on va venir injecter un composant dans une quantité qui n'était pas là naturellement, on vient perturber l'écosystème et ça a notamment un impact sur la croissance d'algues. Je me souviens plus du nom, mais une algue qui vient agrandir plus qu'elle ne l'est, et donc on le voit. Là encore, des perturbations importantes. Donc, pour que ce soit les BECS ou bien la fertilisation des océans, mais c'est le cas également des autres technologies, on a des bénéfices. Donc, en effet, elles peuvent permettre techniquement de retirer le carbone, mais de gros risques qui sont sur l'environnement et puis à rebours sur les sociétés humaines. Donc, la deuxième grande famille de technologies que je voulais vous présenter aujourd'hui, et c'est une qui a des échelles, une échelle de conséquences qui est un petit peu différente. On y reviendra tout à l'heure. C'est les technologies qui relèvent de la gestion du rayonnement solaire. Là aussi, vous pouvez le voir sur la petite image, plusieurs technologies sont en train d'être développées, mais l'objectif est le même, c'est d'augmenter l'effet d'albédo, donc d'augmenter la réflexion de la lumière vers l'espace, de manière à ce que moins de chaleur soit transmise sur Terre. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter deux types de technologies de gestion du rayonnement solaire. La première, c'est celle d'injection d'aérosols dans la stratosphère, et le second, c'est l'injection de sel marin dans les nuages. Donc là aussi, je voulais juste vous mettre une petite carte et dans la mesure que vous puissiez observer où sont développées ces technologies-là. Donc encore une fois, une très nette domination des pays du Nord sur le développement de ces technologies, ce qui peut poser des questions, étant donné que leurs impacts sont globaux dans la nature. Alors, la première technologie de gestion de rayonnement solaire que je voulais vous présenter, c'est celle d'injection d'aérosols dans la stratosphère. Alors, ici, le principe, c'est d'envoyer un avion ou un ballon dans la stratosphère. Pourquoi la stratosphère? Parce que c'est une couche, en fait, qui est relativement stable, avec des mouvements qui sont plutôt horizontaux et non pas verticaux, ce qui permettrait, en fait, que ce qu'on injecte reste relativement stable pendant une durée plus longue qu'elle ne le serait dans une autre couche. Alors, les particules qu'on viendrait injecter, plusieurs types sont à l'étude, donc le sulfate, l'alumine, la poudre de calcium ou encore le diamant. Et l'objectif, encore une fois, c'est de venir former une couche dans cette stratosphère-là qui va venir réfléchir la lumière du soleil et donc diminuer la quantité de soleil reçue par la Terre.
Donc on va venir injecter ça entre 7 et 20 km au-dessus du niveau de la mer, et c'est déjà relativement bien avancé. C'est bien avancé notamment, on peut le voir au travers du SCOPEX, donc le Stratospheric Control Perturbation Experiment. C'est un projet de recherche qui est mené à Harvard et financé par Bill Gates, dont le but est exactement celui que je viens de vous évoquer, donc d'envoyer un ballon à 20 km au-dessus du niveau de la mer pour qu'il vienne diffuser, injecter dans la stratosphère de la poussière de carbonate de calcium cette fois-ci. Il prévoit d'injecter entre 100 grammes et 2 kilos de cette carbonate de calcium sur une surface à peu près d'1 kilomètre de long et de 100 mètres de diamètre. Il y avait un essai qui devait avoir lieu cette année, en février 2020, en Suède, mais qui a rencontré de vives oppositions, à juste titre, on va le voir juste après, de la société civile. Donc à date, l'essai n'a pas eu lieu, mais il devait avoir lieu il y a pas si longtemps que ça. Alors, quels risques sont associés à l'injection d'aérosols dans la stratosphère? Alors, tout d'abord, et c'est un risque important à souligner, c'est la modification, voire la destruction de la couche d'ozone. Et ça, c'est principalement lié à l'injection de sulfate. Ensuite, ces technologies-là peuvent venir modifier de manière très importante les régimes de précipitation à l'échelle régionale. Par exemple, en provoquant des moussons qui sont plus importantes, ou à l'inverse, des phénomènes de sécheresse dans des zones qui sont déjà, je le rappelle, par les impacts du changement climatique qui, on le sait, viennent à perturber les régimes de précipitation également. Cette technologie-là pourrait venir également modifier la couleur du ciel, en fait avec la création d'une sorte de voile brumeux constant. Et là encore, on ignore un petit peu les effets de cela sur la psychologie humaine. Comment se sentirons-nous quand on pourra plus voir la couleur bleue du ciel, qui nous manque un petit peu aujourd'hui à Paris, par exemple. Et puis, un risque très important, c'est celui de choc terminal. L'idée ici, c'est qu'en fait, une fois qu'on va venir injecter ces aérosols dans la stratosphère, et qui c'est assez efficace, hein, on le sait en termes d'action-réaction. Bien, ce risque, c'est que une fois qu'on arrêtera d'injecter ces aérosols, la température qui aura baissé va remonter de manière très importante et très rapidement. Va provoquer un choc dans la mesure où les écosystèmes, qu'ils soient naturels ou les systèmes sociaux, auront du mal à s'adapter à un retour aussi rapide des températures. On le voit déjà aujourd'hui, hein, les changements relativement lents, on a du mal à s'y adapter, des conséquences importantes sur la biodiversité et la vie en général. La deuxième technologie que je voulais vous présenter aujourd'hui et qui relève également de la gestion du rayonnement solaire, un petit peu différente, mais on comprend aussi le même objectif, donc de venir réfléchir la lumière du soleil. Ici, on va venir pulvériser donc du sel marin dans les nuages qui se situent au-dessus des océans. L'objectif, c'est d'en augmenter la quantité de particules de manière à ce que ils réfléchissent, donc ils ont une qualité réfléchissante plus importante qu'elle ne l'est naturellement, si je puis dire. La particularité de cette technologie, c'est qu'elle est dite relativement précise. On le voit comment? On le voit notamment à travers ce projet australien qui vise officiellement à lutter contre le blanchiment des coraux. Donc, elle est précise parce qu'on peut en fait cibler très précisément un endroit dans les océans qu'on souhaite refroidir. Ce projet, en l'occurrence, il vise en effet à refroidir donc la température des océans et à lutter contre le blanchiment des coraux qui, on le sait, sont en très mauvais état. L'année 2020, c'était également le cas. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la grande barrière de corail australienne avait connu une année relativement grave. Donc cette technologie-là a été testée en mars 2020 sur la côte du Queensland avec un financement public, donc à la fois du gouvernement du Queensland et du gouvernement fédéral. Et elle était financée dans le cadre d'un projet, juste pour qu'on se rende compte un petit peu de l'ordre de grandeur, recette totale de 150 millions de dollars australiens. L'objectif de ces projets sont variés, mais tous visent à lutter contre le blanchiment des coraux avec le recours donc à ces technologies. On reviendra un petit peu plus tard sur la gouvernance de celle-ci parce que ce projet, par exemple, a réussi à contourner le moratorium inclus dans la Convention pour la biodiversité biologique, un moratorium qui interdit donc l'usage de géo-ingénierie dans les océans. Les risques associés à l'injection, donc à la pulvérisation de ces sels marins au-dessus des nuages, ils sont un petit peu similaires à ceux de l'injection
sulfate dans la stratosphère. Donc on a bien sûr des modifications, des risques de modification des systèmes météorologiques et des systèmes de précipitations. Encore une fois, avec un risque de provoquer des moussons plus importantes ou bien des sécheresses dans des endroits plus importants. On a un risque de renforcement également de l'acidification des océans, qui est un phénomène qui, on le sait, a des impacts très importants sur ce composant du système Terre, et puis bien sûr une modification du fonctionnement des écosystèmes à rebours, et enfin le risque là également de choc terminal, donc le risque une fois qu'on aura arrêté de pulvériser ces particules, la température va réaugmenter et là encore ce choc terminal peut provoquer à son tour des conséquences sur les écosystèmes marins et à rebours sur les systèmes sociaux. Je voulais évoquer également rapidement les risques sécuritaires qui sont liés à ces technologies-là et à leur développement. Alors, une fois qu'elles seront développées, une fois qu'elles seront au point, on n'en y est pas encore pour que ce soit fait de manière facile, il y a un risque de déploiement unilatéral. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un État qui verrait son intérêt dans l'abaissement immédiat de la température moyenne, parce que sur son territoire cela lui serait utile, eh bien qu'il puisse déployer de lui-même, sans avoir de concertation avec les autres États, cette technologie. Sauf que, comme on l'a vu, elles peuvent avoir des conséquences sur d'autres territoires et donc on peut imaginer des représailles de la part des pays qui seraient touchés par les impacts du déploiement de ces technologies-là. Il y a également la question de la détectabilité. C'est-à-dire qu'il serait difficile de pouvoir savoir si une perturbation causée sur X ou Y territoire l'est d'un fait naturel ou d'une conséquence du changement climatique ou bien elle a été provoquée par le déploiement d'une technologie comme la pulvérisation de sulfate dans la stratosphère. Et il y a un risque, bien sûr, de militarisation de ces technologies, donc à mesure qu'elles se développent. Et d'ailleurs, le département de la Défense américain s'intéresse de près à l'injection de sulfate dans la stratosphère. Il y a un risque que ces technologies soient utilisées comme des armes non conventionnelles, comme on l'a connu pendant la guerre du Vietnam avec cette technique d'ensemencement des nuages. Et malheureusement, forcément des risques des conflits qui sont associés. Alors, bien sûr, il faut souligner les risques communs à la fois des technologies donc de capture et de stockage du carbone et celles de gestion du rayonnement solaire. Alors, le premier, il est très important à souligner, et c'est celui du ralentissement des efforts d'atténuation, avec l'idée, finalement, si on arrive à trouver une solution pour retirer le CO2 de l'atmosphère, quelle utilité à réduire nos émissions. Et ça, c'est très important de le souligner parce qu'on est déjà largement en retard sur notre trajectoire et que plus on attend, plus on va avoir besoin de déployer ces technologies-là. Ensuite, on a une sous-estimation des risques d'échec de manière générale. C'est le cas notamment avec les BECS, avec des scénarios du GIEC qui sont dits aujourd'hui trop optimistes quant à la capacité de les déployer, d'une part, et la capacité réelle d'absorption de ces technologies-là. Et puis, on va en parler ensuite, il y a de gros enjeux de responsabilité. Qui doit décider de les déployer? Qui fait partie du cercle décisionnaire? Dans quel cas est-ce qu'on les développe? Et puis, les enjeux d'injustice, j'en parlais rapidement tout à l'heure. On le voit, ces technologies sont développées dans des endroits donc situés dans les pays du Nord, avec des chercheurs principalement des pays du Nord, tandis que les impacts, eux, se feront sentir à l'échelle globale. Et donc, ici, on peut se poser de vraies questions sur la question de la justice, notamment envers les futures générations, parce que on utilise notamment des biens communs comme l'océan, mais on vient à perturber des systèmes qui seront hérités par les futures générations, donc il y a un réel enjeu là-dessus. Et puis le risque de choc terminal, on en a parlé tout à l'heure, principalement pour les techniques de gestion du rayonnement solaire, un risque donc très important. Alors rapidement, si j'ai encore un peu de temps, donc je voudrais aborder les enjeux de gouvernance qui sont relatifs au développement de ces deux technologies, qui sont liés à la capture et au stockage de carbone. Ici, ce qui est important à souligner, c'est qu'il y a un réel potentiel d'utiliser les outils en place, donc notamment l'accord de Paris sur le climat, pour permettre en fait de traquer les efforts faits par les pays et les technologies qui sont déployées et leur capacité réelle d'absorption. Donc on pourrait imaginer par exemple que dans les contributions nationalement déterminées, donc les objectifs que les États communiquent auprès de la CNUC, d'envisager également qu'ils communiquent sur les technologies qu'ils ont déployées et la quantité de carbone qu'elles ont permis de stocker.
Très rapidement également sur les océans, juste un mot par exemple, des pays pourraient décider de déployer la technologie qui vise par exemple donc à fertiliser les océans dans leurs ZEE, étant donné que c'est sous leur souveraineté. Donc là encore une réelle question, hein, l'océan, bien que ce soit dans leur ZEE, c'est quand même un bien commun en soi. Et si on perturbe l'écosystème là-bas, il y a quand même des questions à se poser. Ensuite, assez rapidement également, les enjeux de gouvernance, en effet, donc relatifs aux technologies de rayonnement solaire. Là, il y a de vraies questions qui se posent sur le code de conduite. Comment est-ce qu'on décide de pouvoir tester ces technologies-là? Dans le cas, par exemple, de Scopex, qui devait avoir lieu il n'y a pas longtemps, il y a un comité qui est rattaché en fait au projet lui-même, qui n'est pas donc totalement indépendant, qui décide en fait de la capacité à déployer ces technologies-là. Donc là, c'est assez inquiétant. Et puis, bien sûr, il y a la question de la participation aux décisions, l'information du public. Quelle serait en fait la perception du public face au déploiement massif de ces technologies-là? De vraies questions se posent. Donc, pour conclure, bien sûr, c'est important d'en parler au regard de l'urgence de la situation, au regard la dépendance des scénarios climatiques et de la gouvernance climatique plus globalement sur ces technologies-là. Et puis, encore une fois, un niveau encore jamais inégalé en fait de perturbation et de changement de la relation entre l'homme et la nature. Jusqu'où irons-nous en fait pour réussir à contrer le changement climatique? Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Quelques sources qui peuvent être utiles pour ceux qui veulent aller plus loin. Je m'arrête ici et je suis de retour, je crois. Ok. Désolée si j'ai été trop longue. Merci beaucoup. Je crois que c'est parfait au niveau du temps. Peut-être une série de questions. Je ne sais pas si Guillaume, tu voulais commencer. J'ai noté des questions du chat, donc je les ai rassemblées parce qu'il y en a plusieurs qui ont un petit peu un certain recouvrement, disons. Alors, notamment, on a pas mal de scientifiques, on le sent, qui demandent des questions sur les ordres de grandeur, les chiffres concernant les BECS. Donc, en gros, pourquoi ça intéresse autant les gens du GIEC? Est-ce que c'est quantitatif et quelles sont les incertitudes? Et notamment, derrière ces chiffres, il y a une question sur quelle surface agricole, justement, dans la compétition pour l'usage des terres, serait nécessaire pour compenser les émissions. Ok. Alors, pour les BECS, en termes blocage, ce qui bloque pour l'instant, c'est la viabilité économique notamment. C'est quand même relativement cher. Il y a peu d'investissements qui sont faits. Et puis, il y a toujours un fort intérêt pour les énergies fossiles. Pour donner un ordre de grandeur, en effet, je pense que c'est important, des terres arables qui seraient nécessaires. C'est 1 à 2 fois la taille de l'Inde. Alors précisément, c'est entre 300 et 792 millions d'hectares. Donc oui, 1 à 2 fois la taille de l'Inde. Donc c'est assez conséquent. Et la raison aussi pour laquelle le GIEC regarde ces technologies-là, c'est parce qu'elles sont très avancées comparées à d'autres. Les DAX, donc par exemple, là c'est un système technologique donc, qui permet de capturer et stocker le carbone directement, donc sans avoir recours à ce système de transformation comme c'est le cas des BECS, et moins avancé, de même pour la fertilisation des océans. Donc, je pense que c'est notamment pour cela que le GIEC s'intéresse énormément à cette technologie. Et puis, elles ont un potentiel réel, notamment parce qu'elles fournissent de l'énergie. Et ça, c'est un enjeu important. On parle souvent de transition énergétique, donc transition des sources d'énergie, sans forcément parler de notre empreinte énergétique. Et si on souhaite avoir recours à autant d'énergie, on regarde un petit peu des technologies qui pourraient nous permettre non pas seulement de stocker du carbone, mais également de nous fournir de l'énergie. Et à ce titre, juste pour vous souligner un petit peu le mécanisme de pensée qui entoure les BECS, beaucoup des usines ou des projets développés viseraient notamment à alimenter des secteurs qui sont extrêmement énergivores, comme le secteur du ciment ou le secteur de la pétrochimie. Donc voilà, c'est un petit peu dans ce cadre que sont développées ces technologies. Merci. Il y avait plusieurs questions sur les océans et donc quelqu'un Olivier qui soulignait que une autre technique avait plus de vent en poupe que la fertilisation par le fer, l'alcanisation des océans. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. C'est vrai que je pourrais pas trop en parler aujourd'hui. Je me suis vraiment repenchée sur celle-ci parce que ça faisait quelques temps que je m'étais plus intéressée. Donc non, je préfère pas m'avancer sur la canalisation. Par contre, si je peux avoir le contact de cette personne, je serais ravie de lui transférer des informations relatives à ces technologies-là. Très bien. Et donc, quelqu'un se demandait si cette technologie concernant l'océan était encore véritablement dans les circuits ou si ça n'avait pas été abandonné.
Ah non, non, bah après, de quel parlons-nous? Est-ce qu'on parle plutôt de la fertilisation des océans ou bien de l'injection de sel marin? Pour le cas de l'injection des sels marins, non, absolument pas. C'est absolument à l'étude et c'est encore financé, refinancé, que ce soit en Australie ou aux États-Unis. Donc le gouvernement américain, par exemple, a alloué 4 millions de dollars à l'Observatoire de recherche atmosphérique et océanique, justement pour le développement de technologies à la fois de gestion donc d'injection de particules dans la stratosphère et celle d'injection donc de sel marin dans les nuages. Donc c'est des technologies qui ne sont pas dépassées. Mais par contre, en effet, celle de fertilisation des océans, Oui. il y a des essais qui ont été faits au cours des dernières années. Elle est relativement avancée, mais pour autant, elle n'est pas déployée encore. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose parce qu'on n'a pas de cadre de gouvernance pour entourer ce développement. La recherche autour de la fertilisation des océans, parce elles sont déployées depuis, déployées en phase test, hein, pardon, depuis les années 2010, même un petit peu avant. Et donc elles sont encadrées notamment par la Convention sur le droit de la mer, ou la Convention contre la biodiversité biologique. Donc ce sont des technologies qui sont quand même encore à l'étude et à juste titre parce que on est encore loin d'avoir réussi à réduire les concentrations de gaz à effet de serre telles qu'on le devrait. Merci Guillaume. Est-ce que tu as vu d'autres questions? Enfin, j'en ai pas noté d'autres. Il y en a d'autres qui sont peut-être apparus sur le chat. Donc, je vois sur les programmes à vocation militaire, donc le lien entre géo-ingénierie et militaire, ailleurs qu'aux États-Unis, notamment en Chine et en Russie, j'imagine, parce que c'est des États un peu plus opaques que les États-Unis. C'est ça. Alors même aux États-Unis, hein, il y a des gros problèmes d'accès à l'information sur le développement de ces technologies-là au sein des laboratoires rattachés au DoD. Pour la Chine, en effet, c'est impossible d'avoir des informations là-dessus, mais on s'imagine notamment égard aux projets qu'ils ont en termes de modification du climat, donc la création de nuages, notamment pour venir créer des pluies artificielles sur des zones spécifiques. Donc oui, sans aucun doute, ces pays-là s'y intéressent. Et l'armée américaine, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, notamment pour les projets qui visent à venir pulvériser, donc à injecter du sulfate dans la stratosphère, on aurait recours au matériel militaire, donc aux avions militaires pour aller le faire avec un coût dit relativement faible. Donc il y a une réelle connexion en fait entre les deux et puis malheureusement les souvenirs de la guerre du Vietnam nous laissent à penser que ce sont des armées qui en effet y portent attention. On va peut-être. Il y avait une question qui rebondissait simplement sur ce que vous aviez dit avant, et puis peut-être qu'on va ensuite passer à Arnaud. C'était sur voilà, deux personnes se demandaient pourquoi l'injection de sel dans les nuages conduirait à l'acidification des océans. Alors je vais sortir ma casquette de chercheuse en sciences sociales. Je n'ai pas de formation scientifique, donc je fais mon possible pour comprendre les mécanismes, mais je préfère pas avancer sur tout ce qui est scientifique à ce sujet-là. Voilà. Ce qui peut être fait, c'est que si certains dans l'assistance ont une réponse, ils peuvent tout à fait répondre dans l'onglet Q&A à ces questions. Et je vois la question Nicolas Praquin, je pense que c'est une question qui pourra revenir tout à l'heure dans la discussion plus générale sur les logiques low-tech. Je pense qu'on peut passer à Arnaud et puis ensuite revenir sur ces questions auxquelles on n'aurait pas apporté de réponse maintenant. Donc Arnaud Saint-Martin, c'est à vous pour évoquer la conquête spatiale. Merci beaucoup pour l'invitation, mais merci aussi Sophia pour la présentation juste avant, c'était vraiment passionnant. Alors s'il est un tropisme culturel qui a la vie longue, c'est bien celui de la conquête de l'espace, avec son pendant héroïsé de la performance sportive olympique, de la course. Les agences spatiales ont beau avoir placé à l'agenda de la supériorité sémantique de l'idée d'exploration, couplée à celle d'aventure, invariablement, le mot refoulé de conquête vient hanter les conversations et les anticipations du devenir de l'histoire spatiale. Alors, la conquête charrie son lot d'attendus sur l'espace sans limite, la nouvelle frontière, l'affirmation des adversités nationales dans la course à l'espace sans limite, le souffle épique d'un futur de l'humanité, des humanités, déplacées ailleurs que sur Terre, via de gigantesques colonies spatiales à la façon de Gerard O'Neill, qui aujourd'hui est recité par Jeff Bezos, ou bien par le biais de colonies planétaires sur Mars et au-delà. En la matière, l'imagination ne connaît pas la contrainte, pas même physique. L'on se plaît à fantasmer des voyages interplanétaires, à transplanter l'espèce humaine d'un astre à un autre, de la transformer en espèce non plus terrienne, terrestre, mais interplanétaire. C'est le télos affiché par Elon Musk. Donc ces aspirations sont pressantes chez les space geeks
Notamment l'idée même de dévier de cette dépendance au sentier, ou à minima de décélérer, est insupportable. Ce serait dans l'ADN du genre humain, depuis les lointaines évasions de nos ancêtres hominidés jusqu'à l'avènement d'une humanité spatialisable. Alors cette conquête-là, stop ou encore? Alors prendre au vol ces questions vertigineuses expose au simplisme et au jugement tranché, car 15-20 minutes ne suffiraient pas à les traiter de façon approfondie et nuancée. C'est néanmoins le cadrage que je réserverai à mon intervention. Alors, chercheur en sciences sociales, intéressé par les transformations organisationnelles, socio-économiques et politiques du champ de l'astronautique depuis la guerre froide à aujourd'hui, je suis frappé par l'entêtante discussion dans le milieu spatial sur ce devenir, sur son devenir, et combien le problème de la destination est à la fois auto-évident et indéterminé. Auto-évident en ce sens que le spatial est et fait l'espace, si je puis dire. Il est indéterminé néanmoins, car en y regardant de plus près, le débat n'a jamais été clos de la pertinence des usages sociaux de l'espace. À l'ère de l'urgence climatique, ce débat est réactivé et les scénarios sont toujours plus clivés, ce que je vais essayer d'introduire ici, sans simuler la position de Sirius, telle de l'objectivité de nulle part. Mon point de vue, qui est ancré dans l'expérience d'enquête de sciences sociales sur le terrain spatial, n'en est pas moins situé et peut être déplacé sur un terrain plus normatif, et c'est l'exigence d'un atelier d'écologie politique que d'y inviter. Donc, s'il le faut, j'excéderai le seul registre du constat pour entrer dans l'arène, pour démocratiser de la politique spatiale, dont on peut regretter qu'elle soit confinée dans le champ des experts de la chose spatiale. Alors, mon propos sera divisé en 3 parties. D'abord, un rappel historique sur les promesses de l'espace, qui viennent de loin. Ensuite, 3 illustrations empiriques qui n'épuisent pas des possibles, de la surenchère incontrôlable de ces promesses, de certaines promesses. Enfin, sur ces bases spatiales, si je puis dire, et en guise d'ouverture, quelques pistes pour monter en généralité et étudier dans quelle mesure il est envisageable de faire peser un discours en rupture avec la doxa de la conquête spatiale. L'histoire longue des promesses spatiales. Alors, plusieurs points tout d'abord. Le spatial ne peut pas faire l'économie de promesses. Il a été structurellement pensé comme une construction futuriste, une industrie qui se projette et loin dans le temps, avec des scénarios, des planifications, etc. La prospective est l'allié de la prospection, et les futurologues n'ont eu de cesse de lorgner sur les régions jugées les plus désirables du système solaire. Ce que révèle l'historiographie longue de la colonisation de la nouvelle frontière de l'espace aux États-Unis, et qu'a posteriori, on ne manquera pas de relire avec une certaine distance critique. On sait combien la destination martienne a été poussée par les entrepreneurs de la cause spatiale depuis les années 1950. La Lune fut un sympathique échauffement pour eux, un divertissement qui ne devait pas faire diversion. Mars, c'est la priorité du human spaceflight, ça l'est encore. Cette certitude de foi s'est néanmoins vue opposer une fin de non-recevoir au crépuscule d'Apollo, début des années 70. La NASA a investi dans la navette, puis la station en orbite basse, internationalisée après la chute de l'URSS. Elle a également internalisé le mot d'ordre de la protection de la planète par l'observation spatiale de la Terre. En coulisses, néanmoins, les avocats de la conquête humaine de l'espace n'ont pas désarmé pour faire vivre cet idéal de la conquête spatiale. Des années de lobbying et d'advocacy dans la communauté ont entretenu le tropisme fondateur entre la Mars Society ou la Space Frontier Foundation et le mythème martien de renaître à intervalles réguliers sans que la destination soit complètement assumée dans un programme à la démesure budgétaire de cette entreprise. Alors, ce qu'il est convenu d'appeler le New Space se veut une réactivation par la voie entrepreneuriale et privée du vieux rêve de conquête spatiale. La NASA, ses partenaires ou ses concurrents, notamment chinois, peinent à réaliser ce grand dessein. Eh bien, soit. Le salut passera par d'autres, plus intrépides et non contraints par la bureaucratie et les politiciens de Washington, avec les moyens de leur ambition qui plus est, et l'inspiration en plus. Ce nouveau cycle d'expansion est une sorte d'extraterrestrialisation du capitalisme. Il s'agit de transformer l'espace en marché, d'injecter les millions de dollars du capital risque, voire de coter en bourse les entreprises les plus hype comme Virgin Galactic, ou encore de faire miroiter des activités économiques encore très théoriques, à commencer par le tourisme spatial ou l'exploitation minière des astéroïdes ou du sous-sol lunaire. Là, j'ai mis une petite illustration très, très datée en fait.
C'est là le slogan rassembleur des héros de la libre entreprise pour qui il n'est pas de limite à la croissance et à l'accumulation. Et les plus optimistes d'entre eux considèrent que cette nouvelle ruée sur les ressources de l'espace, le Moon Rush, peut résoudre les problèmes sociaux et environnementaux ici-bas. En cela, aucune innovation. C'est une vue déjà en circulation dans les années 70. Les spéculations vont alors bon train sur la présence massive dans le régolithe et le sous-sol lunaire d'un isotope rare, l'hélium-3. Selon divers experts, l'exploitation des réserves abondantes de ce combustible cosmique, cet astrofuel, permettrait à elle seule de résoudre les problèmes énergétiques sur Terre, pour peu qu'il soit techniquement possible de l'extraire depuis des mines industrialisées, de le rapatrier par des systèmes viabilisés, et enfin d'en maîtriser la fusion. Avec la prise de conscience des limites des combustibles fossiles, un tel argument apparaît décisif pour justifier un programme lunaire. Selon Kraft Eric, ingénieur vétéran du centre V2 de Von Braun et champion de la sélénéconomie, l'économie lunaire, je le cite, ça date de 85, l'ingénieur spatial est le meilleur allié des défenseurs de l'environnement, car l'exploitation des ressources spatiales, dit-il, sur ce 7e continent, serait la clé pour préserver la Terre, qu'il faudra néanmoins quitter dans un avenir plus ou moins proche. Ce ne sont là que quelques bribes de cette croyance dans l'avenir cosmique de l'humanité, enfin dans un fragment de l'humanité placé dans le confort de ce rêve interplanétaire. Il y a d'autres segments de cette économie des promesses qui ne connaît pas la crise. J'en citerai vite au moins 3 dont je suis les évolutions par des entretiens, des observations, etc. J'en parlerai peut-être plus dans la discussion. Alors, premièrement, le tourisme spatial. N'est-il pas désirable d'observer depuis l'espace notre belle maison Terre brûler? En attendant que décollent les engins dédiés à ce commerce, les ultra-riches sont prêts à cramer leur argent. Ils sont nombreux à avoir réservé des sièges pour l'hypothétique premier vol de l'avion fusée de Virgin Galactic, qui annonçait des milliers de touristes à l'horizon des années 2010. Malgré les espoirs déçus par la succession de faillites d'entreprises engagées sur ce créneau de niche, de riches, l'abandon de projets, notamment suite à l'accident mortel du VSS Enterprise de Virgin Galactic le 31 octobre 2014, qui avait déjà donc vendu des dizaines de billets à $200 000 pièce, les campagnes de communication de la firme d'Elon Musk banalisent aujourd'hui l'idée que la décennie 2020 serait enfin celle d'une extension du commerce de l'espace. En guise d'illustration très médiatisée, des projets de stations spatiales privées, j'en ai étudié quelques-uns dans un papier, des vols d'agrément vers la Lune à bord du vaisseau Starship, un peu de 0G dans la capsule du New Shepard de Blue Origin. Force est de constater que, en dépit des déconvenues et des retards au lancement, la demande d'évasion serait énorme. Deuxième exemple, les méga-constellations Starlink en tête de SpaceX. Au dernier comptage, 1325 satellites ont été placés sur orbite. 1261 composent la constellation. Son expansion se réalise à cadence infernale et peut compter sur les opérations de routine du lanceur Falcon 9, dont le premier étage est réutilisé avec une grande régularité. Le premier étage B1051 s'est posé sans encombre pour la 9e fois le 14 mars dernier. Alors, malgré l'inquiétude suscitée par le déploiement de cette méga-constellation, 550 km d'altitude, notamment l'encombrement des orbites, les problèmes de trafic, les craintes de certains astronomes, la résistance d'irréductibles normands, on l'a vu récemment, contre l'installation d'antennes relais, il s'avère que tout va pour le mieux du point de vue de l'opérateur. La Federal Communications Commission américaine délivre ses milliers de licences à tour de bras, et cela profite aussi bien à d'autres startups et entreprises qui misent sur l'occupation commerciale de l'espace circumterrestre pour plein d'applications diverses et variées. De toute façon, tout se passe comme si cela doit arriver, donc la stratégie des autorités réglementaires, en l'occurrence la FCC, est d'accompagner le mouvement en le soumettant à des contrôles et des règles minimales, notamment pour assurer la soutenabilité de ce marché en forte croissance. Et plus il y en a, et plus il y en a encore. OneWeb, Kuiper, mais aussi divers projets Made in China banalisent l'idée qu'il faut répondre à une demande toujours plus exigeante de connectivité qui n'est pas sans risque de saturation sur les orbites. Troisième et dernière illustration, mais qui n'épuise en rien l'idée d'une surabondance de promesses, le port spatial de Boca Chica au Texas, à la frontière du Mexique, que j'avais été observé juste avant le confinement l'année dernière. Alors pour les centaines de milliers de space nerds qui vouent un culte immodéré à l'innovation jusqu'à la rupture chez SpaceX,
C'est le spot incontournable à surveiller depuis YouTube. Chaque test, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont connectées. Les tests s'enchaînent sur les différents vaisseaux Starship. Ces tests ne sont pas toujours concluants. Les explosions sont autant de sources d'exaltation pour les fans. Mais par itération et mise en série de cette expérimentation à ciel ouvert, devant tout le monde, il se pourrait qu'un jour prochain, des gens embarquent. Ce qui retient l'attention ici, c'est l'espèce de consensus dans l'admiration des prouesses des équipes de SpaceX. Pourquoi le faire? Parce que, n'a de cesse de résumer leur patron visionnaire, c'est fun, c'est inspirant, c'est notre destinée. Coloniser Mars, en faire une planète libre, pour un peuple affranchi de la tutelle oppressante des États, s'autogouvernant à la frontière ultime, c'est fun. Cette dramaturgie de la conquête 2.0 s'accomplit dans l'indifférence des critiques qui peuvent être faites, en particulier celle des associations environnementales locales au Texas, qui dénoncent l'occupation et plus encore l'extension du port spatial dans un parc d'État côtier en principe protégé, c'est une zone naturelle, mais qui se trouve en quelque sorte privatisée, non sans le soutien logistique et économique des autorités politiques texanes, qui voient de l'emploi et de la croissance dans une zone économiquement sinistrée, avec la perspective d'une intensification industrielle des activités de lancement dans les années à venir. Mais alors, on fait quoi? On pourrait multiplier les indices d'une croissance très importante des activités spatiales sous le label catchy conquête spatiale, entre autres, et j'aurais pu faire bien d'autres types d'exposés, l'arsenalisation, l'expansion des télécommunications spatiales, la privatisation de l'aventure spatiale à des fins de loisirs et de fun, l'explosion de la finance spatiale, notamment le capital risque et le capital investissement, les donations se voulant humanistes du philanthro-capitalisme, quelques fondations existent, l'entrée en lice de pays à capacité spatiale émergente, qui cherchent à tirer parti des applications de souveraineté ou faire du business aussi, mais aussi encore l'actualisation de la nouvelle course à l'espace, États-Unis versus Chine, etc., etc. Alors, c'est pas sans soulever des questions pour la politique spatiale. Tout se passe comme s'il était à présent impossible de contrarier ce mouvement. Sur sa lancée, l'entreprise spatiale serait incontrôlable. Une réponse aujourd'hui très à la mode consiste à articuler une éthique de l'exploration spatiale, spécialistes dans les agences notamment, qui réfléchissent sur ces questions. C'est souvent très subtil, argumenté en référence à des conditions psychomorales abstraites, indexé à des problématiques obligées, des valeurs très universelles, comme celle de la gouvernance et des éventuels freins à l'exploration. Il faudrait inscrire dans une éventuelle nouvelle version du traité de l'espace, signé et ratifié en 1967, mais cela reste un discours d'accompagnement finalement inoffensif, la chasse gardée de professionnels de la dissertation sur les fins. La diplomatie spatiale, elle, est généralement bornée à l'exercice routinier de la représentation gouvernementale et la défense des intérêts des nations spatiales ou des agences qui les représentent. Ça ne veut pas dire que rien n'est fait dans les cénacles onusiens ou les associations astronautiques focalisées sur les usages pacifiques et conscients des choses trappes et périls de la croissance effrénée des activités spatiales, mais dans la couverture publique des affaires de l'espace, le moins que l'on puisse dire est que cette conversation est inaudible. Encore faut-il s'y intéresser et même savoir que ces institutions existent et ont compétence pour assurer une régulation internationale. Alors, les choix techniques et les orientations de la politique spatiale, en attendant, par construction, ne laissent pas de place à l'épreuve d'une délibération démocratique. Ces choix sont le territoire réservé des spécialistes, des responsables d'agences et des parties prenantes de l'industrie. Le public, lui, est enjoint à l'admiration. La conquête spatiale, sa pertinence comme son financement par les deniers publics, ça ne se discute pas. Pour cause, malgré la communication intermittente autour de missions scientifiques retentissantes, récemment rover martien, Rosetta Philae, les sondes spatiales, Hubble, bientôt le James Webb Space Telescope, on en sait peu ou pas du tout de ce milieu spatial, business as usual, parce que tout n'est pas bon à savoir, parce que la consultation des citoyens pourrait réserver des mauvaises surprises pour les gens qui vivent pour de l'aventure spatiale, notamment du vol habité. On se rappelle que déjà à l'ère Apollo, il aura fallu suspendre et survendre la Lune à des Américains qui avaient d'autres préoccupations, encore aujourd'hui. Inégalité sociale, mouvement pour les droits civiques, Vietnam, etc. Dans les années 70, la NASA a répondu aux critiques, je l'ai dit tout à l'heure, par sa mobilisation en faveur de la protection du système Terre, via l'observation satellitaire du réchauffement de la planète et autres services scientifiques d'intérêt général, en même temps que s'élaboraient encore les plans vers Mars. L'urgence climatique réactualise ces débats de fond. S'ils sont rares, les observateurs critiques sont désormais plus audibles. Je pense entre autres voix dissensuelles aux États-Unis notamment
à Linda Billings, consultante pour la NASA, qui porte depuis longtemps un contre-argumentaire sur la colonisation humaine de l'espace et l'extension du domaine du New Space. Il faudrait, selon elle, penser d'abord à sauver ce qu'il nous reste d'habitable sur Terre. Je pense aussi, depuis Toulouse, à cette lettre à Thomas Pesquet de l'atelier d'écologie politique. S'achève par cette mise en demeure, restée sans réponse à ma connaissance, je les cite, « Pourriez-vous œuvrer, cher Thomas Pesquet, à l'interdiction du tourisme spatial et réclamer un moratoire sur la conquête martienne ?» On imagine qu'une telle interpellation, ça avait été publié en version courte dans Libération à l'époque, donc une telle interpellation, même argumentée, notamment sur le coût économique et écologique de l'évasion cosmique, est en soi irrecevable, car non seulement on voit mal comment et pourquoi les organisations spatiales en charge des volabilités se laisseraient imposer un agenda d'outsiders qui n'y entrendraient rien de leur point de vue situé, mais en plus, ce serait au fond nier l'un des ressorts normatifs du champ de l'astronautique depuis sa fondation historique dans les années 30. Le voyage interplanétaire, on le sait, est l'une des raisons d'être irrésistibles de ce champ. C'est bien que la critique radicale de ces aspirations, ne serait-ce que d'interroger les fondements culturels, politiques, idéologiques de cette activité, et d'où qu'elles viennent, cette critique, équivaut en substance à en délégitimer le développement et a fortiori la croissance future. Alors j'ai bien conscience que conclure ainsi au milieu du guet est décevant. Mon propos très modeste est d'encourager l'instruction de ces dossiers de façon réaliste et publique, en tenant compte des rapports de force en présence, des inerties dans les champs en contact, et notamment le champ du spatial et son contact avec le champ politique, des effets de destin et de cadrage construits comme irréversibles, et l'essentialisation des fins, qui pourtant sont historiquement construites et pour partie contingentes, notamment le fait de vouloir coloniser l'espace, et pourquoi pas donc résistibles. J'en ai fini là-dessus et je suis prêt à répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Arnaud. Donc il y avait plusieurs questions. Il y a notamment une question sur les projets menés en France, mais je pense que ça peut être une question d'ouverture pour tous les deux, puisque ça pourra aussi revenir sur l'exposé sur la géo-ingénierie. Alors peut-être commencer par une question de Fabrice Pubillier qui demande pourquoi est-ce que l'exploitation minière de la Lune, et je pense qu'on va aller vers une question polémique immédiatement, pourquoi est-ce que l'exploitation minière de la Lune ne permettrait-il pas justement de passer la transition qui aura besoin de beaucoup de matières premières qui sont devenues rares sur Terre? C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, il y a énormément de spéculations sur la possibilité même de ce type d'exploitation minière. Il y a des plans via le grand programme Artemis. Ils ont commencé à forer, à regarder ce qu'on peut éventuellement récupérer sur le pôle sud de la Lune, et voir si éventuellement on peut y trouver de l'eau, etc. Et puis surtout le fameux hélium 3. Pour l'instant, ça reste des projections. Si effectivement on est capable après d'exploiter, d'industrialiser, de rapatrier, si je peux dire, ces ressources, ça résout en théorie pas mal de problèmes. Mais du point de vue de l'investissement, de la capacité, de l'infrastructure, de la coordination des acteurs sur place, du cadrage aussi juridique, de l'utilisation de ces ressources, de leur exploitation, par qui, selon quelle règles d'usage, etc., ça va se faire. Pour l'instant, ça reste assez nébuleux. Il y a une grosse discussion politique et aussi une nécessaire réévaluation du traité de l'espace, puisque le traité de l'espace ne prévoit pas l'appropriation de ces ressources spatiales et il construit l'espace comme bien commun global. C'est ça qui est sur la table. Donc pour l'instant, ça reste une discussion qui est extrêmement animée. Les États-Unis, avec le Space Act en 2015 sous Obama, ont poussé à l'agenda cette discussion. Elle a été réactivée par le Luxembourg juste après, de façon très opportuniste. Aujourd'hui, c'est une question ouverte et sans doute, il va y avoir des mouvements via Artemis, les accords Artemis, qui prévoient une appropriation par des acteurs privés sans appropriation souveraine. Pose des questions assez compliquées de droit spatial. Donc là, je réponds par le droit spatial, mais du point de vue technique, tout est possible dans le spatial. Après, est-ce qu'on peut le mettre en œuvre? Ça, c'est une question qui est beaucoup plus, à mon avis, aiguë. La mise en œuvre. La rocket science, tout ça, on sait faire sur le papier. Après, mettre en œuvre dans le réel, c'est autre chose. Et évidemment, on voit qu'il y a une forme de solutionnisme qui est permanente. Merci beaucoup. Une autre question sur l'ordre de grandeur du marché privé du tourisme. C'est combien de personnes, c'est combien d'argent?
Là aussi, c'est compliqué de savoir combien de gens, par exemple, ont réservé leur billet chez Virgin Galactic, combien l'ont revendu aussi, parce que je veux dire, les promesses étaient de pouvoir voler à bord de l'avion fusée Horizon 2010, vers 2006. Ça s'est pas fait, ça s'est toujours pas fait, et les premiers tests un peu opérationnels, c'était cette année, c'était encore repoussé. Au même moment, Virgin Galactic est coté en bourse, donc il y a une spéculation, une financiarisation de la valeur Virgin Galactic, alors qu'il y a pour l'instant rien du tout. C'est compliqué de savoir. On sait juste qu'il y a un billet à $200 000. C'est le même tarif pour New Shepard de Blue Origin. SpaceX, on ne sait pas. On ne sait pas quel est, comment dirais-je, le montant du chèque qu'il va falloir signer. Pour l'instant, ça reste encore très spéculatif. Il y a des projets de stations spatiales privées. Pour l'instant, c'est des vues de l'esprit. Et sur ces questions-là, moi, j'attends de voir. Je sais, en revanche, et pour en avoir discuté avec des gens qui lancent ce genre d'entreprise, qui pour certains ont rien du tout sinon du papier, il y a des projections qui sont faramineuses. Et évidemment, les courbes sont toujours exponentielles. Il y aura toujours plus de besoins, de demandes. Pour l'instant, on peut pas vraiment dire s'il y a un gâteau et en tout cas ventiler des sommes selon les entreprises, les projets, etc. Ça reste encore une fois très spéculatif. Mais si vous interrogez les gens qui font des études socio-économiques, évidemment ils vous diront que c'est énorme. Pour l'instant, on n'en voit pas le début, quoi. Merci. Alors, il y a d'autres questions sur l'exploitation de la Lune. Peut-être qu'on y reviendra dans le débat. Sinon, il y a une question aussi importante en termes de gouvernance qui est de régulation sur l'occupation de l'espace par les satellites. Est-ce qu'il y a un équivalent de régulation du trafic aérien? Et comment c'est géré? Parce que c'est par essence international. Et est-ce que c'est démocratisé? Est-ce que le citoyen a l'information de savoir quels sont les satellites qu'il observe au-dessus de sa tête et peut-être derrière ça, peut-être l'idée de l'armée aussi, qui a utilisé quand même en premier l'espace pour observer. Alors, il y a des systèmes d'observation qui permettent de voir ce qu'il y a sur les orbites. Notamment, c'est l'armée américaine qui a été très innovante sur ces questions-là, qui fournissait à un certain niveau de secret défense des données, quoi. Et aujourd'hui, il y a même des startups comme Leo Labs qui fournissent des données sur l'occupation des orbites. Donc on sait ce qu'il y a, on sait repérer aussi les débris. Et tout ça sert précisément à projeter ce qui sera plus tard éventuellement une gestion du trafic coordonnée entre tous les États. Il y a évidemment le Bureau des Affaires spatiales de l'ONU qui a vocation à réguler tout ça. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les États c'est eux en fait qui matriculent les lancements, les missions. J'ai évoqué tout à l'heure la FCC qui autorise beaucoup de lancements d'engins spatiaux, notamment Starlink. Là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une surabondance de missions et une difficulté à réglementer tout ça et des enjeux pour la captation des fréquences, etc., le partage des fréquences sur les télécommunications, où on voit que il y a une surdemande du point de vue de l'industrie spatiale pour occuper l'espace et que si on sait techniquement observer et régler, pour l'instant, c'est pas complètement opérationnel. Pas que tout est permis non plus, hein. Il y a des guides de bonne pratique, des codes de conduite qui commencent à être mis en place, mais ils sont pas complètement contraignants, hein. C'est en gros au bon vouloir pour l'instant globalement des industriels, même s'ils font tout pour s'adapter à la nouvelle contrainte, parce que tous ont intérêt plutôt à ce que l'espace soit occupable, sinon enfin, tout le monde y perd évidemment, mais pour l'instant c'est plutôt l'effervescence sur la question du cadrage juridique réglementaire de cette occupation, quoi, pour le dire très vite. Merci beaucoup. Donc je propose une partie des réponses, je pense qu'on les gardera pour le débat. Comme Elon Musk fait beaucoup parler, je vais prendre la question sur Elon Musk. Ne compte-t-il pas en Bitcoin? Alors c'était peut-être une plaisanterie. Le système monétaire n'est-il pas hors course? Alors donc je pense que c'est un petit peu une question, un commentaire. C'est sur l'aspect financiarisation de l'espace. Et alors moi ça me fait penser à une question aussi que j'avais, j'en profite. C'est Elon Musk, il tire un petit peu dans toutes les directions. Ça va de l'énergie, Tesla. Il vient de la finance et de la monnaie, de PayPal. Et donc, cette idée de la financiarisation du Bitcoin, quelle est la cohérence derrière toutes ces activités? Quels sont les liens entre toutes ces activités et le rôle de la finance qui, quelque part, est le nerf de la guerre et derrière tout ça? Alors, ça, c'est une grande question, hein. J'avais publié un papier sur Elon Musk où j'avais essayé de comprendre le phénomène Musk. C'est dans la vie des idées, et j'avais essayé de réfléchir sur la question ça c'est une grande question dans la Silicon Valley, j'ai interviewé plein de gens qui cherchent ça, quoi. Est-ce qu'il y a un master plan de Musk? Est-ce qu'il coordonne tout ça, enfin, que ce soit Tesla, mais aussi SpaceX et puis SolarCity, enfin bref, est-ce qu'il y a quelque chose comme un système qu'il essaie de mettre en place avec en mire, et ça pour avoir interviewé certains de ses amis très proches,
il y croit très, très fortement, hein. En mire Mars, la colonisation de Mars. Est-ce que tout ça a vocation à nous transplanter vers Mars et nous transformer en espèces interplanétaires? Le fait est que, visiblement, lui prend très au sérieux cette mission et qu'il essaie d'articuler tous ces éléments-là. Et il est clair que la financiarisation de ces ventures fait partie de leur croissance. Tesla, c'est un cas d'école, quoi. La cote de Tesla, c'est assez extraordinaire, comme elle a explosé, redescend, explose, etc. Et je me rappelle d'ailleurs de débats que je pouvais avoir avec des sociologues de l'industrie automobile au début des années 2010 qui me disaient mais c'est un truc, ça va éclater, c'est n'importe quoi, c'est une bulle. C'est sans doute une bulle, enfin on ne sait pas, mais en tout cas ça produit des effets monstrueux sur l'industrie automobile. C'est un peu le même cas aussi dans le spatial. C'est sans doute une bulle, elle est largement financiarisée. Et on voit aussi les dernières levées de fonds de SpaceX qui sont assez apparentes, quoi. C'est tiré par cette fuite en avant, par cette finance qui est complètement dérégulée. Mais visiblement, il y a des gens qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent dedans et qui continuent à en mettre. Et je veux dire, ça fait la fortune de Musk. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur SpaceX, il était loin dans le classement de Bloomberg, des fortunes mondiales. Bon, là, il a baissé. Il est derrière Jeff. Mais en gros, il est toujours présent. Et je pense que là, ça va continuer. Et des résultats de Starlink, il faut vraiment les regarder de près parce que dans le business model, il vend. Alors, est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est vraiment ça? Mais en tout cas, lui, il le vend comme ça va permettre de dégager des revenus pérennes pour financer le voyage vers Mars. Ça, c'est la déclaration officielle. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Il y a sans doute une part de vrai ou de bluff aussi, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose comme un programme. Et puis, il a le temps de le mettre en œuvre. Il est relativement jeune, Musk. Et il peut compter sur l'admiration non seulement de ses employés, enfin, pas tous, parce que chez Tesla, ça cravache dur dans les usines, sur les syndicats, etc. Et aussi ces adorateurs de Musk qu'on peut deviner assez rapidement sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est impressionnant. Et je parlais tout à l'heure des tests de Starship. Moi, j'ai fait le décompte la dernière fois. Il y avait à peu près 1 million de personnes connectées sur YouTube pour voir l'explosion du dernier véhicule, quoi. Donc là, il se passe quelque chose d'intéressant sur le rapport à la conquête spatiale avec tous les guillemets qu'on peut mettre à l'expression. Excuse-moi, Steve. Il reste du temps, Steve, pour des questions? J'avais repéré la question de Françoise Roch qui me paraissait intéressante, qui était dans le chat. Cela a-t-il un sens de séparer le spatial à but de connaissance pure de l'exploration économico-expansionniste? Très très bonne question, très difficile. Évidemment, pour l'exploration spatiale, il faut une industrie qui puisse de lanceurs relativement consolidés. Il faut aussi des industriels, des équipementiers, des gens qui fabriquent du satellite, qui savent faire des sondes, tous les équipements à bord. Et évidemment il faut des fabricants. Et c'est eux, in fine, qui vont peut-être opérer aussi à terme les sondes. Donc oui, il faut qu'il y ait des industriels qui soient là pour apporter leur contribution. Et évidemment, ils le font pas gratuitement. Donc ils récupèrent évidemment des revenus de ces contrats avec les gouvernements, les agences spatiales. Donc là, ça peut marcher main dans la main, et on le voit avec le rover Perseverance. Des industriels qui sont là pour les mettre en œuvre, enfin pour les fabriquer, les tester, etc. Là, c'est une partie très très particulière de l'exploration de l'espace. Là, on parle d'exploration. Après, il y a l'autre versant qui est celui de la conquête au sens muskien, quoi. Où là, l'enjeu, c'est quand même d'implanter des villes et de transplanter l'espèce humaine. Pour y faire quoi, ça reste encore une grande question. Et de faire autre chose que simplement explorer, quoi. L'exploration, c'est autre chose, quoi. Donc là, il y a une forme de découplage qui est banalisé dans ce discours entrepreneurial et qui pose plein de questions. Est-ce qu'on est là pour tirer profit de l'espace, de l'occupation de l'espace, ou on est là pour simplement rechercher, contempler, s'intéresser à la composition de telle planète, etc. Enfin, je pense que là, il y a deux voies qui peuvent s'articuler, mais force est de constater que dans le New Space, j'ai interviewé plein d'entrepreneurs en Californie, au Texas ou autres. Eux, ils sont pas là pour faire de la science, clairement pas, quoi. Pour eux, c'est un business, avant tout un business. Éventuellement, si on peut faire de la science et améliorer tel dispositif technique, tant mieux, mais c'est vraiment pas l'objectif, quoi. Merci. Très bien. Écoutez, je propose qu'on passe à la partie débat où le but, c'est d'essayer de voir un petit peu le lien entre les deux domaines, de jeter des ponts, de voir, il y a déjà des questions qui sont dans ce sens-là. Donc, je vais peut-être prendre une première question qui a vocation à interpeller les deux intervenants. Alors, il y avait une question sur les low-tech et il y avait une autre question aussi là-dessus en géo-ingénierie, c'est-à-dire un petit peu peut-être le niveau technique et le niveau d'échelle.
Alors, il y avait une question sur, en gros, c'était est-ce qu'il y a de la bio-ingénierie à une échelle petite ou avec des low-tech, des choses qui peuvent être mises en œuvre, qui ne soient pas un peu de la big science ou de l'industrie lourde. Et il y a une question sur les low-tech qui était quid de l'existence des ressources limitées et de la génération du vivant. Y a-t-il des logiques low-tech dans vos travaux et dans ces champs de recherche? Donc, je pense que ça s'adresse aux deux. Et par low-tech, Nicolas Praquin imaginait des technologies qui s'adaptent au rythme de la nature et donc qui cherchent à la transformer, c'est-à-dire sous contrainte, disons. Je vais peut-être commencer. En fait, un des gros enjeux qui entoure la géo-ingénierie, c'est comment est-ce qu'on va les classer. Et dépendamment de l'acteur, en effet, on observe que, en fonction de la technique, elle est considérée comme faisant partie de la géo-ingénierie ou non. Je vais vous donner un exemple. La forestation, la reforestation, c'est une technique, c'est considéré comme une ingénierie forestière. Mais pour autant, elle est catégorisée par beaucoup comme une solution basée sur la nature, comme une solution basée sur, comme vous le disiez, donc des processus naturels, donc le recours à cette ressource que sont les arbres qui vont agir comme des puits naturels de carbone. Et cette logique, en fait, elle se retrouve dans le développement de toutes les technologies des jeux d'intérêt, vu qu'il y a des blocages qui s'observent justement quand on parle de la géo-ingénierie, parce qu'on se rend compte de l'ampleur, et puis il y a le terme géo qui renvoie tout de suite avec cette échelle justement plus grande d'impact. Et bien, dépendamment des acteurs, certaines sont catégorisées comme étant plutôt vers la low-tech, donc avec un système de transformation plus ou moins important, et d'autres qui ont un impact encore plus important. De manière générale, les techniques de capture et de stockage du carbone sont considérées comme moins invasives que celles de gestion des rayonnements solaires. C'est notamment pour ça qu'elles sont largement envisagées dans les scénarios du GIEC, entre autres, dans les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie. Et donc, encore aujourd'hui, il y a un vrai problème de catégorisation, et je pense que ça va poursuivre au fur et à mesure des années, parce que plusieurs acteurs ont tout intérêt à ne pas catégoriser cela comme une technique de géo-ingénierie, mais plutôt comme une technique de compensation, par exemple. Donc voilà. Merci. Arnaud Saint-Martin, sur les low-tech dans le spatial. Alors ça c'est une très bonne question. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux nanosatellites. J'ai été interviewer les gens qui ont inventé le standard CubeSat, par exemple, à Stanford et à California Polytechnics, dans les années 90-2000. Et là, ce que j'ai observé, c'est déjà une grande réduction, une réduction de la taille des plateformes, et d'un jeu sur la miniaturisation qui est extrêmement intéressant et qui montre à quel point on peut, à un moment donné, faire des manips, même scientifiques, en observation de la Terre, en télécom, avec des petits artefacts, des petits capteurs, et des constellations aujourd'hui qui sont projetées, avec donc des nanosats, des ponts à peine 30, 40, 50 kilos. Là, il y a des startups en France, même en Internet des objets, je pense à Kineis, qui lancent des satellites qui sont pas du tout les espèces de gros bus qu'on avait avant, qui coûtaient pour certains des milliards. Là, on a affaire à des satellites qui, en termes de développement, etc., qui coûtent 1 million, 2 millions de dollars, et qui permettent de tester par itération en vol, etc., et qui sont désormais propulsés. On peut les guider, l'attitude en vol, etc. Donc il y a toute une sophistication de ce genre de plateforme qui était perçue il y a encore 20 ans comme des choses complètement risibles, même du point de vue de l'industrie spatiale, qui avait l'habitude de faire des trucs énormes, notamment dans le milieu de la reconnaissance et le spatial militaire. Et là, c'est la miniaturisation avec des satellites qui sont toujours plus efficaces, agiles, comme on dit, et de petites constellations qui peuvent être opérées ensemble, voler ensemble, et avec des startups qui peuvent mettre en œuvre ce genre de système pour 20, 30, 40 millions de dollars, ce qui est vraiment rien du tout dans le spatial. Donc là, c'est une forme de low-tech. Alors certes, il faut des fusées, des lanceurs encore assez lourds pour l'envoyer sur orbite, pour les placer sur orbite, mais n'empêche que là, il y a plein de solutions assez innovantes qui coûtent beaucoup moins cher, qui utilisent des composants électroniques sur étagère, ce qui était le truc mais intolérable il y a encore quelques années dans le spatial, parce que il faut que ce soit space qualified, etc. Et là, on voit un déplacement industriel que je trouve assez intéressant, et souvent les ingénieurs sont mus par une recherche de la sobriété, pas forcément de la décroissance, mais en tout cas, ils sont bien conscients qu'il s'agit de maximiser l'espace disponible par ces petits artefacts qui en plus sont vertueux pour certains
puisqu'ils sont capables de désorbitation, etc. Donc là, je réponds par ce segment-là du nanosatellite, qui est très utilisé en observation spatiale de la Terre, et qui montre à quel point cette innovation qui était perçue, encore une fois, comme marginale, aujourd'hui est en train de s'imposer, y compris dans les agences, avec des programmes au CNES, à la NASA, qui fait aussi de l'observation spatiale lointaine, hein, des sondes pour observer des planètes avec des petits satellites. Et là, il y a eu clairement un shift intéressant dans les pratiques spatiales. Steve, tu souhaites prendre des questions? Mais il y avait aussi dans les questions transversales, il y avait plusieurs questions sur la France dans tout ça, le spatial, sur peut-être même les dynamiques politiques qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il y a des réactions de la part de la France sur les questions de géo-ingénierie et sur les questions spatiales? Pour ce qui est de la géo-ingénierie, en termes de capture et de stockage du carbone, il y a un organisme rattaché au CNRS, donc le Bureau de recherche en géologie minière, BRGM, qui s'intéresse à ces techniques avec, je crois, des projets de stockage du carbone dans les sous-sols. Et ça renvoie directement en fait aux enjeux des échelles de gouvernance des technologies. Et elles sont en effet très différentes en fonction du type de technologie qu'on cherche à développer. Celles qui visent par exemple à capturer et stocker le carbone dans des sols qui sont situés sur les territoires nationaux, elles peuvent rentrer sous la juridiction nationale avec une autorité de l'État à déployer ces technologies. Pour le cas de la gestion des rayonnements solaires, là c'est une autre échelle et donc le déploiement pourrait demander décision globale, sauf qu'il n'y a absolument aucun mécanisme actuellement qui le permettrait. Et puis, c'est vrai, il faut le souligner, des positions ambivalentes, dépendamment des États, avec certains États qui bloquent, par exemple, des discussions au sein des Nations Unies pour parler donc des conséquences de la gestion du rayonnement solaire, d'autres qui le poussent, comme la Suisse. La Suisse s'est positionnée depuis quelques années et essaye de faire avancer le débat là-dessus. Et c'est important de le souligner que dépendamment des États, des intérêts de ceux-ci, les débats sont bloqués et c'est d'autant plus important que les technologies à côté de ça, elles continuent d'être développées. Donc la recherche avance plus vite que la gouvernance. Pourtant, il est important d'y réfléchir en même temps. Voilà ce que je peux répondre là-dessus. Sur la gouvernance internationale, on est d'accord, hein, c'est ça? Ouais. Oui, et puis la position de la France dans cette gouvernance par rapport. Alors c'est sûr que le spatial c'est tout de suite international, mais c'est que la France est très impliquée dans la politique européenne et internationale dans ses projets. Pour ça, on pourrait carrément faire tout un séminaire là-dessus. Hein. C'est très compliqué parce qu'il y a des voix de la France, quoi. Si elle s'exprime via l'ESA, via le CNES, via la Commission européenne. Déjà au niveau européen, c'est compliqué, avec plein de programmes qui se superposent, etc. Et le CNES a vocation à mettre en œuvre la politique spatiale nationale, mais le fait en friction par moment avec d'autres engagements, donc européens ou communautaires. Et là, par moment, c'est pas évident de voir quelle est la stratégie, quelle est la vision, et avec des engagements multiples. Et si on déplace à l'échelle internationale, au niveau des comités, des cénacles, de la diplomatie spatiale, on voit qu'il y a une voix de la France, mais sur les questions, à mon avis, importantes, notamment la question des ressources spatiales que j'ai évoqué tout à l'heure, future économie lunaire, la position vis-à-vis d'Artemis, le grand programme spatial lunaire américain, la position vis-à-vis de l'émergence de la Chine comme acteur complètement incontournable, mais aussi de puissance spatiale régionale tout aussi importante comme l'Inde, etc. Bon, c'est compliqué de savoir quel est le discours et notamment la question, à mon avis, qui est hyper importante de la réglementation, de la régulation de ces activités. Dans quelle mesure, à un moment donné, il va falloir se remettre à la table des négociations pour reformuler une nouvelle version du traité de l'espace. C'est quand même le grand enjeu que j'évoquais tout à l'heure. Pour l'instant, ça se passe par État, en bilatéral. Typiquement, les accords Artemis, c'est la NASA qui fait des accords avec d'autres agences spatiales qui veulent bien la suivre. Et de l'autre côté, ça donne la Chine, récemment, la Chine et la Russie qui annoncent un projet de station spatiale base lunaire. C'est pas très bien encore, c'est assez nébuleux. Mais n'empêche qu'il y a cette espèce de prolifération d'initiatives internationalistes qui se revendiquent tous de l'intérêt supérieur de l'humanité. In fine, la France, dans toutes ces négociations, pour l'instant, je la trouve relativement absente. Je le dis de façon un peu brutale, mais pour l'instant, c'est assez compliqué à voir. Et sachant qu'il y a une transition aussi au CNES, l'actuel directeur est encore là, mais il se pourrait que ça change. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais toujours est-il que pour l'instant, ça me paraît relativement indéterminé, quoi.
Merci beaucoup. Alors, j'espère qu'on va pouvoir continuer un petit peu parce qu'il y avait une réservation jusqu'à 18h30. Donc, n'inquiétez pas si ça coupe, mais normalement, on va essayer de continuer au-delà de 18h30. Notamment, il y a une question qui nous intéresse particulièrement à Copolien, puis je pense qu'il peut faire un pont entre les deux dimensions étudiées ce soir. Alors, elle est posée plutôt pour la géo-ingénierie, mais je pense que dans le spatial, c'est un peu pareil. Ça met bien en lumière les liens entre production de connaissances, donc la science quelque part un peu fondamentale, et l'utilisation parfois plus que discutable. Et donc, en particulier, quelle est la responsabilité des scientifiques de sciences fondamentales, puisque quelque part, les gens qui lancent des grands projets les consultent, demandent leur avis, et que les solutions, elles sont aussi basées sur des recherches fondamentales, puisque souvent c'est quand même assez technique et assez dur à imaginer. Et donc, ça repose sur des consultations de scientifiques qui soutiennent des fois ce type de solution. Donc, est-ce que vous avez une idée tous les deux de la position des scientifiques? Notamment, on sait que le rapport du GIEC c'est basé sur la littérature scientifique. Et donc, la position plus personnelle, peut-être, parce qu'elle n'est pas toujours publique, des scientifiques et ce rôle d'interaction entre scientifiques et décideurs dans ces questions-là. On peut commencer peut-être par Sophia, si vous voulez bien. Oui, en effet, c'est une question qui importante, surtout dans les questions climatiques. Moi, par exemple, je n'ai pas de qualification en sciences dures et donc, en effet, je me repose sur la consultation de ces travaux-là pour essayer de comprendre quels sont les impacts environnementaux de telle ou telle technologie pour après réfléchir en termes géopolitiques et de gouvernance. Et je pense que là, il faut déjà souligner, en tout cas pour ce qui est de la gouvernance climatique, les inégalités profondes de ce système-là entre les pays du Nord et les pays du Sud. Alors, il y a déjà des inégalités au niveau des émissions historiques, il y a des inégalités au niveau de la répartition des impacts, il y a des inégalités au niveau de la représentation des pays au sein des négociations. Une délégation américaine, par exemple, serait composée de 40 personnes. Une délégation, par exemple, du Maroc en aurait que 20, etc. Et puis on descend pour Madagascar, pour des îles du Tuvalu, on peut avoir 3 personnes au sein de la délégation, donc des inégalités vraiment profondes. Et puis il y a des inégalités au niveau également de la production de connaissances. Ce sont principalement des chercheurs des pays du Nord, inclus dans différents travaux du GIEC. Il y a une amélioration, il faut le dire, mais c'est encore très loin d'être égal. Et puis il y a la question de l'usage. Je pense que ça c'est important de le souligner. Très souvent, parfois la position des scientifiques qui s'intéressent à cela, voilà, c'est un fondement profondément, comment dirais-je, on a envie de savoir la recherche de la connaissance. Est-ce qu'on peut trouver une solution et quels seraient ses impacts? Donc, il n'y a pas cette idée de responsabilité directe. L'appropriation de cette connaissance-là. Et là, c'est vraiment en fait la question de la relation entre le monde de la recherche et puis le monde politico-social,